très heureuse de vous accueillir pour cette conférence Transition Éco, Let's Go. Donc je suis ici avec... Tout fonctionne bien. Alors, pour vous simplifier la tâche, on les a mis dans le désordre. Donc à vous de les mettre dans le bon ordre. Jérôme, Crédit Agricole, Stéphane, côté EDF, Benoît, multi-entrepreneur, Vicky, côté CCI, et Lauriane, côté CCI également. Pour ma part, je m'appelle Séverine Payot. Après 15 ans dans l'industrie et dans la tech, j'ai fondé le cabinet de conseil en résilience SEV. Et j'accompagne les entreprises sur leur transition éco. Alors, transition économique, écologique, eh ben, nous allons voir que les deux sont reliés. On va parler d'énergie, de ressources et de stratégie. C'est parfait pour un salon Decidia. Et d'ailleurs, on avait envie de commencer par vous, par vos enjeux, vos préoccupations. Et on a quelques petites questions pour vous. Bon, qui dans la salle a envie de pérenniser son activité ? Allez, soyez pas timides. Oui, allez, très bien. Qui a eu ou a des problèmes de recrutement dans son activité ? Ah, un peu plus, pas plus. C'est pas mal. Ah, 2. Très bien. Et qui a ou a eu des soucis d'énergie ces dernières années ? Ah, j'entends des commentaires également. Oui, effectivement. Bon, on est pile dans le thème. Effectivement, l'énergie, c'est la base de ce lien entre l'économie et l'écologie. Comme vous le savez, tous les flux de matière, toute la production de matière est basée sur l'énergie. Allez, je prends l'exemple de cette feuille de papier. Donc, feuille de papier qui vient soit d'un arbre, soit de papier recyclé. Donc, il a fallu amener de la matière première, faire de la pâte à papier, sécher la pâte à papier, étirer la pâte à papier, découper, emballer et réacheminer vers le consommateur final. Et tout ça, dans tout ce processus, en fait, il y a l'énergie qui sous-tend complètement le processus. Si on prend un pas de recul et qu'on regarde finalement les besoins d'énergie dans le monde, on voit là, sur cette cartographie qui est offerte par Our World in Data, que le besoin d'énergie des pays est majeur, notamment dans l'hémisphère nord. Donc vous voyez, plus les couleurs sont oranges, plus elles sont sombres et plus le besoin est croissant. Là, j'ai mis cette cartographie notamment pour montrer que ce n'est pas que de la faute à la Chine. Nous avons également des besoins par habitant très forts en énergie primaire. Mais cette énergie, elle vient d'où ? Cette énergie, elle vient majoritairement d'énergie fossile, donc charbon, pétrole, gaz naturel, qui ont mis des millions d'années à se fossiliser, à se sédimenter dans les fonds marins pour le pétrole, par le bois pour le charbon, par la sédimentation de matières organiques pour le gaz. Et on voit que 80% environ de notre besoin en énergie est couvert par les énergies fossiles. Et le reste est couvert à la fois par l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Ce qu'on voit également sur ce graphe, c'est qu'il n'y a pas de substitution. C'est-à-dire qu'on rajoute finalement de l'énergie renouvelable, mais qu'on ne substitue pas à l'énergie fossile. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait remplacer l'énergie fossile ? Et on a des problèmes d'énergie, on n'en trouve plus, il n'y en a pas assez ? En fait, non, le problème n'est pas dans la disponibilité de cette énergie fossile, du pétrole, du gaz et du charbon. Il y en a encore, même si les sources sont plus difficiles, plus coûteuses à aller exploiter. En revanche, c'est allé un peu vite. On revient. Toc. J'y vais doucement avec la zapette. Voilà. En revanche, l'utilisation d'énergie a des impacts, a des conséquences. Donc sur ce graphe qui est proposé par Carbone 4, vous voyez que globalement, la combustion de l'énergie fossile génère du CO2. Et cette combustion-là, ce CO2, on va en reparler, il a beaucoup de CO2. On parle de gigatonnes de CO2 équivalent. Les autres émissions sont dues à l'extraction notamment, donc extraction du charbon, du pétrole, de la biomasse, du gaz, qui génèrent notamment du méthane. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, CO2, méthane, CO2 équivalent, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce sont des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, on le connaît à l'état naturel. On a la vapeur d'eau qui fait un effet de serre naturel qui nous permet d'éviter d'avoir des températures de moins 18 degrés sur Terre et qui nous permet l'habitabilité de la Terre.
le fait qu'on ait plus de gaz à effet de serre, ça génère finalement une espèce de couverture de nuages, une couverture qui justement renforce le rayonnement infrarouge et qui garde cette chaleur. Et alors, quel est l'effet justement? Trop de couverture génère un surplus, parce que ici, vous voyez que nous avons des puits de carbone naturels sur Terre, qui sont les arbres via la fameuse photosynthèse, et les océans. Et on voit que l'énergie, l'agriculture et l'industrie génèrent des gaz à effet de serre qui ne sont pas compensés. Et donc ce surplus reste dans l'atmosphère. Sachant que le CO2, qui est présent à 75% dans l'atmosphère en gaz à effet de serre, a un temps de séjour d'environ une centaine d'années, et que le méthane reste environ une dizaine d'années sur la planète, voilà, on a un petit peu de temps avant d'infléchir les courbes. Quel est l'impact finalement de ces gaz à effet de serre? L'impact, il est ici. Il ressemble bizarrement à la courbe de demande d'énergie. C'est l'évolution des températures à la surface de la Terre. Et vous voyez qu'effectivement, depuis l'ère pré-industrielle, la température augmente de 1,1 degré. Alors, 1,1 degré, ça paraît très faible, mais on ne parle pas de météo, on parle de climat. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, quand la température de la Terre était de l'ordre de -5, l'Europe était recouverte de glace. Pour vous donner un exemple un peu plus local, je voulais vous montrer ces warming stripes, donc les bandes de réchauffement à Paris. Les bandes de réchauffement, c'est un concept qui a été mis en place par Ed Hawkins de l'université de Reading et qui montre pour chaque année finalement l'évolution de la température. Il y a une moyenne une moyenne globale, et si c'est bleu clair, c'est un petit peu plus froid, bleu foncé, c'est beaucoup plus froid que la moyenne, rose, c'est un petit peu plus chaud, orange, beaucoup plus chaud, et rouge, beaucoup plus chaud. Et vous voyez bien que globalement, la température a évolué. On a eu des années chaudes, des années un peu moins chaudes, froides, etc. Mais que la tendance va vers une accélération très forte, surtout les dernières années, où on s'oriente vers de l'orange de plus en plus foncé. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me souviens très bien de 2003, je travaillais en extérieur à ce moment-là, mais vous voyez que 2003, à ce moment-là, apparaît comme assez pâle finalement par rapport aux dernières années que nous avons vécues et au futur que nous allons vivre. On parle ici d'intensité, mais je vais vous parler également de fréquence. Donc, les chercheurs du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts pour l'évolution du climat, l'avaient prédit, mais on le voit malheureusement un peu partout dans les nouvelles des journaux. On a des aléas climatiques qui se multiplient en intensité et en fréquence. On est en France ici, on n'est pas à l'autre bout du monde, on est vraiment véritablement en France. Donc, on a les inondations dans le nord de la France. On a les incendies dans l'Indre ou à Bordeaux, comme on a vu les dernières années. Les coulées de boue qui sont dues à des orages très, très violents qui emportent dans leur sillage matériaux et villages. Et puis, on a des parasites qui viennent décimer nos puits de carbone. Ces parasites sont les scolites, vous en avez peut-être entendu parler, et vous voyez des pans entiers qui disparaissent. Les puits de carbone, c'est important quand même, parce que ça permet quand même d'absorber une partie de notre CO2 équivalent. Les scolites, à la faveur de sécheresse, s'installent dans les arbres, ne sont pas tués par un hiver trop rugueux, et donc restent là et déciment les forêts de nos montagnes notamment. Bon. Alors, on a vu pourquoi, les causes, on a vu les effets. Bon, vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous dites, je vous ai pas montré les scénarios, pour pas vous faire peur, mais néanmoins, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille sur les causes? Est-ce que je travaille sur les effets? Est-ce que j'atténue? Ou est-ce qu'au contraire, j'adapte mon business? En fait, vous devez faire les deux. Vous devez faire les deux, pourquoi? Parce que l'atténuation est absolument nécessaire pour éviter l'ingérable, c'est-à-dire que on a vu que les gaz à effet de serre avaient un temps de séjour important dans l'atmosphère. Donc, quand bien même on infléchirait nos émissions, on mettra un certain temps avant de retrouver des températures et des aléas moins fréquents. Et donc, il faut à la fois agir sur le moyen long terme et globalement, mais en même temps faire face aux aléas qui vont devenir plus fréquents et plus intenses localement. Et c'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique.
Bon. On est dans l'action, on est dans les solutions, et on revient vers l'atténuation. Et dans l'atténuation, il y a comment est-ce qu'on justement on diminue les émissions des gaz à effet de serre. Donc là, on se tourne vers les demandes en énergie et vers les besoins des PME et des TPE sur les sujets. Une récente étude montre que 83% des dirigeants sont intéressés sur les sujets de demande en énergie, que 95% sont très motivés à baisser leur demande en énergie, mais qu'en revanche, 37% ne sont pas, enfin 37% seulement sont outillés. Et donc là, justement, heureusement, nous avons des invités qui vont nous parler des différentes solutions. Donc, Jérôme, Stéphane, Crédit Agricole et EDF, expliquez-nous pourquoi le Crédit Agricole des Savoies et EDF travaillent sur la transition écologique. Un, deux. Oui. Bonjour donc. Alors, Crédit Agricole, pourquoi ? On ne va pas se mentir, on a un cadre réglementaire aujourd'hui qui est déjà à l'initiative de beaucoup de démarches qui sont en route sur le territoire. Et ces cadres réglementaires, ils viennent du SUPRA, ils viennent de l'Union européenne. Pour les grandes entreprises, ça passe par la SFRD, maintenant la CSRD. Et en fait, les réglementations, elles nous obligent à avoir une certaine transparence. Et une transparence qui se veut de plus en plus accrue. Et on va bientôt passer du dire ce qu'on fait à faire ce qu'on dit. Donc on nous intime d'entamer des actions, de pouvoir suivre ces actions avec des indicateurs. Au-delà de ça, qui est quand même le cadre de tout à chacun et qui ruisselle sur toutes les économies locales aujourd'hui et encore plus demain, il y a aussi la volonté propre. La volonté propre du Crédit Agricole, puisque c'est l'entreprise que je représente aujourd'hui, ça a été de se dire on va essayer de prendre des mesures aussi à une échelle collective. Donc, on s'est engagé au niveau du groupe Crédit Agricole dans la Net Zero Banking Alliance. Cette alliance, elle a pour but d'essayer de trouver des moyens pour arriver à la mission net zéro en carbone en 2050. Donc, ça permet de donner finalement des grandes feuilles de route. Ces grandes feuilles de route à l'échelle internationale, ensuite, elles sont traduites dans le quotidien, on va dire, national, et même pour nous, derrière, dans le quotidien en local. Parce que du coup, Crédit Agricole des Savoies, on est donc ce qu'on appelle une caisse régionale. Donc on a une feuille de route nationale, mais derrière, la façon dont on saisit cette feuille de route et dont on la conduit, on est en totale autonomie. Donc finalement, les directions qu'on prend, c'est le choix propre de notre structure. Crédit Agricole des Savoies, c'est à peu près 40% des parts de marché sur les deux Savoies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est le reflet de l'économie locale. Que du coup, la façon dont les gens font de l'économie a un impact direct sur l'activité qu'on a et du coup, l'impact climatique qu'on a aussi. Donc en ayant ça en tête, ce qu'on se dit essentiellement, c'est qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle institutionnel à jouer pour pouvoir accompagner de l'intérieur les entreprises et, au-delà des entreprises, les organisations du territoire. Donc ça passe par de l'accompagnement de publics, de privés, d'associations, de groupements. Et on a un rôle aussi opérationnel parce que les entreprises de notre territoire, elles ont des enjeux de résilience. Elles font face à des crises énergétiques, des crises climatiques. En moyenne, en Savoie, le réchauffement climatique, il va 2 fois plus vite que dans les autres départements en France. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a 2 fois plus de problèmes, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour y répondre 2 fois plus vite. Bon, finalement, on a peut-être 2 fois plus de problèmes, ça, je vous laisse en juger. Ça se traduit par le fait qu'on soit banque mutualiste et de proximité. Et là-dedans, notre rôle, c'est d'aller auprès des clients, dans leur quotidien, pour parler de ces sujets de développement durable. Je vais peut-être m'arrêter là pour le pourquoi, je vais laisser la parole à Stéphane. Merci. Côté EDF, si je reviens sur ce qui a été dit, on a un problème avec les émissions carbone qui génèrent le dérèglement. Le carbone, du coup, chez EDF, c'est un sujet puisque depuis de nombreuses années, on produit de l'électricité qui est déjà décarbonée. Par contre, depuis 2020, c'est quelque chose qui a été inscrit dans la raison d'être d'EDF. Donc, vous la voyez là, elle est écrite là-haut. Dans la raison d'être d'EDF, depuis 2020, il est écrit que l'objectif d'EDF, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2. Donc la neutralité carbone 2050, c'est un objectif. Il n'y a pas que ça, il y a la conciliation de la préservation de la planète, le bien-être, le développement.
grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Donc c'est assez fort, c'est inscrit dans les statuts. Cette raison d'être, elle n'est pas toute seule, elle se déploie à travers une politique RSE, donc c'est assez classique. Moi-même, je ne la connaissais pas dans le détail, mais je l'ai lu assez récemment. On a 16 engagements qui se recoupent en 4 axes. Il y a un des axes qui s'appelle climat et carbone. Et donc, dans cet axe climat et carbone, il y a des indicateurs très forts. Il y a un premier indicateur que vous voyez là qui concerne l'intensité carbone du mix électrique. Donc, en gros, on a un énergéticien responsable et donc on s'engage à, même si l'électricité est déjà décarbonée, à suivre une trajectoire de réduction de nos émissions carbone. Voilà, donc vous voyez le graphique, on est déjà à 50 grammes il y a quelques années de CO2 par kilowattheure. On a un objectif à 30 grammes en 2030. Et donc c'est une trajectoire qui est suivie, publique et publiée. Ça, c'est pour notre propre parc, mais on a aussi des sujets autour de l'accompagnement des clients. On est là sur le sujet, donc le fait de vous accompagner, c'est notre scope 3 en fait au niveau des émissions carbone. Et donc là, de la même manière, on a aussi dans nos objectifs RSE, un des objectifs qui consiste à faire des économies carbone à nos clients. Tout ça, c'est chiffré. On doit faire un objectif de 30 millions de tonnes de CO2 d'économie auprès de nos clients en 2030. On en est à 12 millions de tonnes par an. Donc voilà, donc juste pour dire qu'au-delà de cette raison d'être, concrètement, ça se traduit dans les faits par un accompagnement. Et puis en pratique, je vais sur le comment. Voilà, je vais sur le comment. On est organisé en région. Moi, je représente la direction commerce. On est 600 personnes sur le territoire. Donc, on produit de l'électricité. Enfin, on vend de l'électricité décarbonée. Peut-être juste un petit point par rapport à la crise qu'on a vécue sur le marché. Aujourd'hui, il y a une grosse nouveauté, c'est qu'on allonge la durée des contrats qu'on peut faire auprès de nos clients. Aujourd'hui, on peut faire des contrats jusqu'à 2029. Pourquoi je dis ça? C'est pour allier électricité bas carbone et visibilité. On a connu une crise énergétique assez importante. Et donc, électrifier fait partie de la solution de décarbonation. Et donc, en allongeant la durée de vie des contrats, voilà, l'idée, c'est d'avoir une électricité décarbonée dans la durée pour gagner en compétitivité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on accompagne les clients avec de l'expertise en propre et avec un certain nombre de filiales du groupe pour accompagner cette transition. Voilà. Merci Stéphane. Jérôme, comment est-ce que le Crédit Agricole accompagne? Alors, on a commencé finalement comme beaucoup. On a fait notre bilan carbone. Il a 2 ans et demi maintenant, donc c'est plutôt récent. Il est mis à jour. Et on s'est rendu compte, alors on avait déjà quand même un peu une petite idée de ce qui allait nous attendre, mais là c'était vraiment caricatural. On s'est rendu compte que finalement le scope 1 et 2 de notre bilan carbone représente moins de 1% de la totalité de nos émissions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99% de nos émissions, c'est les financements de nos clients. Donc quand je revenais tout à l'heure au côté banque de proximité, la façon de fonctionner des entreprises de notre territoire est le reflet de notre bilan carbone. Ce qui fait qu'un des enjeux principaux pour nous, c'est d'accompagner nos entreprises à faire autrement, à plus faire comme avant, pour que nous-mêmes, nous devenions vertueux. Donc la vertu du territoire en faveur de la vertu de la banque aussi. Et tant qu'on continuera à faire le monde comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'on n'arrivera pas à atteindre notre ambition de neutralité carbone en 2050. Alors maintenant qu'on a dit ça, on a commencé à agir. On participe à la CEC cette année, donc à la Convention des entreprises pour le climat, pas au niveau national, mais au niveau régional, encore une fois, Caisse des Savoies, donc à la CEC des Alpes. Et on est en train d'écrire, de compléter notre feuille de route, parce que notre feuille de route, elle a 1 an, donc c'est pareil, c'est assez récent. C'est les 3 engagements que vous voyez qui sont affichés ici. Le premier engagement, c'est forcément la réduction de ces gaz à effet de serre. Et là, ça passe par un plan de décarbonation interne. Donc, pour vous représenter un petit peu les choses, on a 2 sièges sociaux, un à Chambéry et un à Annecy, et on a 64 caisses régionales et plus de, je ne veux pas dire de bêtises, mais plusieurs centaines d'agences sur le territoire. Donc, dans les 1%, ça veut dire déjà quand même de gros efforts d'investissement et de contribution au niveau énergétique, au niveau mobilité. Et forcément, ça, c'est la partie atténuation. On est obligé aussi de travailler sur une forme d'adaptation. Et donc, nous, ce qu'on a identifié sur notre territoire, en termes de forts besoins sur lesquels on peut avoir un impact, et un impact immédiat, c'est la forêt. C'est la forêt pour la préservation de la biodiversité et la préservation du patrimoine
à l'échelle de nos 2 territoires. Donc, on est en train de créer, de mettre en place une stratégie forêt qui consiste en premier lieu à acheter la forêt pour éviter que ce soit des entités étrangères, notamment asiatiques, qui achètent les bois chez nous. Et derrière, qu'on puisse, en partenariat notamment avec les conservateurs d'espaces naturels, entretenir ces forêts. Donc ça, c'est un des engagements forts qui a été pris. Le deuxième engagement, il est sur les forces coopératives au service des initiatives citoyennes. Concrètement, on a 34 caisses locales ou 39 caisses locales. L'idée, c'est que chacune de ces caisses locales, donc directement impliquées dans les territoires en proximité, puisse écrire sa propre feuille de route RSE. Et donc, qu'il y ait un engagement de décarbonation qui se passe vraiment au cœur de chaque territoire avec une implication, on va dire, quotidienne. Le dernier axe, c'est accompagner les clients dans leur transition. Et donc là, ça passe à la fois par des offres bancaires, de crédit, d'épargne. On se concentre vraiment de plus en plus sur ces notions d'épargne durable. On devient nous-mêmes producteurs d'énergie renouvelable. On a créé une filiale qui s'appelle Énergie des Savoies, il y a à peu près 2 ans, qui fait du tiers investissement en photovoltaïque. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les structures qui n'ont pas forcément la capacité à investir leur propre production ENR, notamment en centrales photovoltaïques, mais aussi parfois sur de l'hydroélectricité, de les accompagner à pouvoir quand même créer un projet et le faire vivre et pouvoir en bénéficier. Et puis la dernière étape, mais qui est finalement la plus représentative, c'est mon poste. Donc moi, je suis chargée de transition écologique. Je fais partie d'un service qui a été créé en 2022. Et aujourd'hui, on est 3 chargés de transition. Et notre métier, c'est d'accompagner les clients du Crédit Agricole dans leur sujet de transition énergétique et écologique. Donc concrètement, en général, en introduction, quand je rentre dans une entreprise, je leur dis je viens semer des graines. L'idée, c'est de connaître l'entreprise, connaître les intentions déjà opérationnelles des acteurs dans l'entreprise et d'établir avec eux finalement quelles sont les priorités et où est leur sensibilité. De pouvoir les accompagner sur les projets qui sont déjà identifiés et puis de les amener à réfléchir sur un axe plus large, plus stratégique, plus global. Pour pouvoir faire ça, moi je ne suis pas une faiseuse, donc une fois que cette partie-là elle a été établie, l'idée c'est de pouvoir passer le relais. Donc une autre partie de mon métier, ça consiste à finalement faire un maillage territorial des offres existantes pour pouvoir apporter des solutions. Donc je rencontre les entreprises du territoire sur toutes ces thématiques de manière assez transverse. Hier, j'étais sur la gestion de l'eau. Demain, je suis plutôt sur la production d'énergie. Cet après-midi, j'étais avec Benoît. Il vous dira tout à l'heure ce que Benoît fait. C'est hyper intéressant. Et l'idée, c'est de pouvoir les aider à construire dans le temps et surtout à ne pas se limiter à un seul indicateur. Parce que si vous voulez, le réchauffement climatique et le paradoxe dans lequel on est, c'est un peu celui du Rubik's Cube. C'est-à-dire si j'essaie de faire la face rouge, en fait, je vais dérégler toutes les autres faces. Donc j'aurais traité un problème en hypermédiateté, mais j'aurais en fait déréglé encore plus tous les autres axes. Voilà. Je ne dis pas que tout ça est facile, loin de là. Je dis juste que nous, on essaye de le faire de manière pratico-pratique dans le quotidien et en fonction des besoins de chacun. Et on a la chance d'être un territoire hyper diversifié, hyper riche. Et en fait, on a plein de solutions qui existent en local, d'acteurs qu'on peut faire travailler ensemble. Et du coup, ça, c'est vraiment la première relation de proximité. Et après, bien sûr, le principe d'une banque, c'est quand même de faire du crédit. Donc, on travaille aussi sur tout ce qui est offre de crédit et d'épargne, on va dire plus vertueux. Et on prend des engagements petit à petit, notamment, par exemple, des politiques d'exclusion. Donc, je ne sais pas, pour aller financer, par exemple, un hôtel en altitude, en montagne, parce que ça se passe encore, plutôt que de faire comme avant, ce qu'on va demander systématiquement à tous nos clients qui vont chercher un crédit, c'est l'analyse de leurs critères RSE. Donc, on remplit un questionnaire avec eux. Et cette analyse, pour l'instant, elle a un volet de discrimination positive. C'est-à-dire que si l'entreprise est engagée et dans un processus vertueux, il y aura un octroi de crédit potentiellement plus facile. Également, sur cet hôtel-là en question, par exemple, si l'hôtel ne prévoit pas de logement saisonnier, parce que c'est la crise en montagne et qu'on sait qu'il n'y a pas de logement, on ne financera pas l'hôtel. De même manière, sur une politique de particulier, aujourd'hui, quand on veut acheter sa résidence principale, si elle est sur un DPE qui est très dégradé, F ou G, pour qu'on puisse valider le financement, il faut que ce soit assorti avec un bouquet de travaux, donc qui bénéficie d'un prêt à taux zéro. Mais c'est vraiment l'assemblage de ces deux critères qui fera qu'on pourra valider ou pas la démarche. Merci Jérôme.
On peut peut-être donner un exemple de votre accompagnement avec Benoît ? Eh ben, je souhaite bonne chance à Benoît. Il a 2 projets à vous présenter. Un projet photovoltaïque et puis un projet passionnant de STEP. Oui, effectivement, bonjour. Non, je pense effectivement que je peux présenter quelques beaux exemples concrets, puisque donc Benoît Badin, moi, il se trouve que j'ai travaillé pendant 10 ans dans le même bâtiment que mon voisin chez EDF, mais en 2018, j'ai un peu pris connaissance de ce que nous montrait Séverine et j'ai brûlé un fusible parce que j'étais chef de projet à l'international et même si le travail était passionnant, ma vie se résumait surtout à faire le tour du monde en mangeant des cacahuètes et en buvant du whisky en business. Donc quand on prend conscience de ces enjeux, on se dit, bon, je caricature peut-être à peine, c'est probablement pas la bonne chose à faire. Du coup, recentrement, les deux, mon capitaine, de manière assez radicale sur le local. J'ai fait un virage à 90 degrés dans l'artisanat. Ça, c'était une première chose pour complètement faire sécession de ce travail mondialisé et du coup me réancrer très fortement dans le local sur mon activité professionnelle, donc une vinaigrerie artisanale complètement improbable et une implication dans ma commune, agir localement, on en a parlé, et je reste passionné d'énergie, c'est un sujet central, on l'a illustré en introduction, et j'avais des capacités dans ce domaine. Donc j'ai monté avec des amis Eau et Soleil du Lac, qui est la centrale villageoise sur Grand Lac, qui en fait, de manière très simple, regroupe des particuliers pour aller faire des projets solaires sur les mairies, sur les écoles et venir équiper un certain nombre de bâtiments qui sont trop petits pour intéresser les acteurs commerciaux. Donc on vient vraiment en complément dans l'écosystème du développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est passionnant. Je suis un ancien de l'hydroélectricité, donc faire du solaire, c'est bien, mais c'est pas ça qui sauve la patrie énergétique pendant les longues nuits d'hiver. Donc on a du potentiel de petite hydroélectricité sur notre territoire. Donc on développe un projet au Bourget du Lac, un projet qu'on redéveloppe parce que l'hydroélectricité est une énergie qui a vraiment des impacts. Donc il convient de le faire avec pertinence. Et là, on équipe une zone qui était historiquement pour laquelle on a utilisé la force motrice de l'eau depuis probablement le XVIIe siècle ou le XVIIIe en tout cas, avec une papeterie, puis une usine hydroélectrique qui était tombée en désaffection et donc on est en train de remettre sur pied. On a dorénavant 3 projets solaires qui tournent et au moment de constituer le financement de ces 3 projets, on a fait un petit peu le tour des popotes, si vous me passez l'expression, auprès des banques et assez naturellement, le Crédit Agricole a retenu notre attention parce que il y avait à l'époque uniquement Angélique Grelot qui était la première chargée d'affaires avant la constitution du pôle de Jérômine et en fait quelqu'un qui avait une vraie compétence énergie. Et du coup qui comprenait complètement les enjeux auxquels on avait affaire et c'était vraiment très très efficace dans le travail qu'on a pu produire. Les centrales citoyennes, en revanche, c'est un modèle qui existe et qui est relativement bien rodé. Et dans le cadre de ces échanges, on a parlé d'un projet qui est pour le coup beaucoup plus ambitieux et qui faisait l'objet de l'échange qu'on avait avant de venir vous voir aujourd'hui. En fait, l'énergie renouvelable, c'est bien, mais c'est très souvent intermittent. Et le stockage est un enjeu. Donc aujourd'hui, il y a des batteries, des containers de batteries, donc sur la même technologie que nos batteries de téléphone, que les batteries de voiture, qui sont installées sur le réseau pour le stabiliser et pour faire le complément quand le soleil se couche ou quand le vent tombe, si je veux être caricatural. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et il se trouve qu'il y a un principe hydroélectrique qu'on pourrait appeler l'hydraulique réversible, les STEP. C'est un principe un peu Shadok qui consiste à turbiner de l'eau dans le principe traditionnel de l'hydroélectricité, mais de pouvoir également la remonter pour pouvoir s'en resservir le lendemain. Et vous me direz, le bilan est nul. Certes, il est nul et même un petit peu plus que ça, puisqu'on perd un petit peu d'énergie au passage. En revanche, on turbine de l'énergie quand elle est à très haute valeur ajoutée et on pompe avec de l'énergie qui est à très basse valeur ajoutée. Et comme un système électrique a toujours besoin d'être à l'équilibre entre consommation et production, c'est excessivement utile. Aujourd'hui, cette fonction dans les systèmes électriques, elle est en train d'être rendue de plus en plus par des batteries stationnaires, ces batteries lithium-ion qu'on installe dans des containers.
C'est formidable. On est en train d'essayer de faire des gigafactories pour les faire en France, chez nous, dans le Nord. En revanche, ça s'appuie sur des métaux rares, ça s'appuie sur du minage. Et si la Chine nous pince le tuyau en amont, on ne saura toujours pas plus faire des batteries qu'aujourd'hui. Donc cette technologie, ça s'appuie sur l'hydroélectricité. Et les gens comme nous qui ont un territoire topographiquement avantagé peuvent complètement déployer cette technologie. Ça existe depuis 100 ans et on est en train d'arriver avec une innovation qui est de le faire en pure boucle fermée. On a 2 cuves de béton de 10 000 m3 chacune qu'on est en train de concevoir en projet. C'est entre le Saint-Paul-sur-Yenne et le Bourget-du-Lac. Et en fait, uniquement dans des zones anthropisées, et on a cette boucle artificielle avec laquelle on monte et on descend de l'eau pour faire ce dispositif de stockage. Intellectuellement, en ancien ingénieur, c'est extrêmement satisfaisant. Par contre, il y a juste un tout petit problème qui pêche dans mon affaire, c'est qu'il n'y a pas de business model. Et pour l'instant, si l'humanité ne s'était basée que sur les choses qui ont des business models, on n'en serait pas là. Mais bref, au-delà de cette plaisanterie, indépendamment de ces considérations-là, le Crédit Agricole, depuis le premier jour, depuis la première discussion de comptoir qu'on a eue sur le sujet, a montré un intérêt significatif. Et aujourd'hui, on est parti de manière précipitée avec Jérôme d'un call avec leur expert régional, qui est quelqu'un d'extrêmement sachant sur le sujet des marchés électriques et de ce qu'on peut faire pour la bancabilité d'un tel projet. Donc voilà quelques petites illustrations du Crédit Agricole sur l'énergie, sur des choses traditionnelles et sur des choses beaucoup plus innovantes. Merci beaucoup Benoît. Stéphane, tu veux nous parler de la compagnie des bateaux? Ouais, je reviens juste 2 minutes sur la méthode et enfin juste un constat en fait qu'on voit aujourd'hui. Historiquement, nous EDF, on est quand même une société d'ingénieurs, comme tu le dis, très technique. Et donc c'est vrai que les entreprises nous sollicitaient beaucoup sur des interventions techniques. On faisait des rapports, des études, etc. Ce qu'on sent aujourd'hui avec la transition, avec tout le sujet du climat, c'est que ces sujets-là en fait montent d'un cran dans les entreprises et en fait on est nous-mêmes obligés de parler pas que technique. On parle, alors on parlait achat déjà depuis pas mal de temps avec les achats d'énergie, donc ça, voilà. Mais on parle maintenant de plus en plus aussi stratégie parce qu'on s'implique dans les bilans carbone des entreprises. On va même parler de la CSRD. Donc en fait, on a des échanges qui sont relativement les mêmes. Et si je dis juste ça, c'est qu'en fait, ça induit de la complexité parce que du coup, quand on travaille sur des projets, on a multiples interlocuteurs à rencontrer, donc ça complexifie les projets. Et par contre, d'un autre côté, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on est on est beaucoup plus impliqué dans des projets partenariaux, et c'est plutôt très enrichissant parce que finalement, on va pas juste travailler sur un élément technique de l'usine, mais on va travailler sur un projet d'entreprise, voilà. Et donc, pour venir à l'exemple, en tout cas, la société n'a pas pu être là, même si le président de la société est d'Aix-les-Bains. Donc, c'est un vrai projet de transition, en l'occurrence écologique, mais aussi un peu économique. Donc c'est le cas du groupe Tourisme Participation, donc, dont le PDG est Philippe Gosset, qui possède 3 sociétés d'exploitation de bateaux touristiques sur les lacs d'Annecy, du Bourget et du lac Léman. Donc c'est des bateaux de promenade de capacité 50 à 250 personnes, dont l'emblématique Libellule sur le lac d'Annecy. Et le projet, donc c'est un projet qu'il a démarré comme il le dit, en 2020-2021, donc réflexion Covid, et projet un peu de transition post-Covid. On s'est rencontrés du coup en 2021-2022 au moment de l'émergence du projet. Son projet, c'était de partir sur... à l'époque, ils n'avaient pas 12 bateaux, ils n'en avaient que 9, mais c'était de convertir 100% de la flotte à l'électrique, avec des réflexions sur pourquoi pas l'hydrogène, pourquoi pas l'électrique, etc. Mais en tout cas, il est parti sur une vision globale et avec l'idée d'être la première flotte européenne 100% décarbonée. Voilà, donc beau projet qu'il a enclenché, qui avance, puisqu'aujourd'hui, il y a 6 bateaux qui sont électrifiés et qui sont en fonctionnement, dont le Libellule sur Annecy et puis 3 bateaux, je crois, sur Aix-les-Bains. Printemps 2025, 100% de la flotte sera passée à l'électrique. Voilà, donc c'est un vrai projet du coup de transition. Parce que, alors je le dis avec mes mots, mais c'est ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il y a un virage technique et donc des nouveaux outils à savoir utiliser, mais ça induit aussi un changement dans la société parce que typiquement, il va falloir que les exploitants des bateaux s'adaptent au fait qu'on a une batterie qui est limitée. Et donc, ils ont dû repenser en tout cas les tournées, l'usage du bateau, pour
voilà, pour en fait faire en sorte que le système fonctionne. Donc c'est pas qu'une transition écologique, c'est aussi une transition un peu en termes de modèle. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait EDF dans le projet? Alors pareil, là je parlais tout à l'heure de partenariat, on a travaillé sur des sujets sur lesquels on n'était pas forcément très attendu. On a travaillé sur un aspect technique. En fait, on a accompagné la société pour dérisquer un peu le projet. Dans ces projets-là, le montant d'investissement, globalement le projet c'est une dizaine de millions d'euros avec l'électrification et la rénovation des bateaux. La partie électrification, c'est à peu près 4 millions d'euros. Donc c'est un gros investissement, un risque potentiel sur les batteries. Quand on ne connaît pas le sujet, on se dit que voilà, il y a un risque lié à ces batteries-là. On a accompagné donc le groupe avec une filiale d'EDF créée en 2019 qui s'appelle Neote Green Mobility pour mettre en place une solution de leasing. Donc en gros, le propriétaire des bateaux, on expertise les batteries, on sait que les batteries elles sont correctes, on les suit dans la durée et on les met en location, ce qui fait que pour lui, il a une charge et donc il est dérisqué en tout cas de tout ce qui peut arriver sur la batterie vu que c'est un système de location. Donc ça, c'est le premier montage, qui est plutôt un montage financier, mais voilà. Et deuxième montage, on a monté un dossier basé sur les certificats d'économie d'énergie qui a permis de financer 10 à 15% de la partie électrification. Voilà, donc comme je disais, le projet est plutôt très engagé. Les réductions, enfin les résultats certifiés, en tout cas, il a fait faire des rapports par Atmo, donc qui confirme effectivement des réductions de plus de 95% des émissions de CO2. Forcément, on passe de diesel, GTL à l'électricité. Une réduction de la pollution atmosphérique qui est très forte sur différents composants. Et puis un vrai volet aussi pour sa société, un confort accru pour les usagers. Forcément, il y a moins de bruit, il y a moins de vibrations et la propreté aussi du bateau s'en ressent. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit par rapport à ce projet-là. Et on en parlait aussi dans la préparation. Il dit aussi que finalement, en préservant, enfin en tout cas en faisant ce virage écologique, il préserve aussi les lacs, qui sont aussi son outil de travail, et donc il préserve aussi la pérennité de sa société. Donc c'est bien une transition écologique et puis économique. Voilà. Ça fait écho à tout ce qu'on va dire après. C'est parfait. Merci. Hop. On a donc parlé énergie et on va parler ressources désormais. Alors, on a vu le lien entre l'économie vers l'écologie, mais il y a également un lien de l'écologie à l'économie. On se souvient de la sécheresse de 2022, les alpages étaient grillés, les vaches avaient soif, les fermiers devaient monter des tonnes d'eau en alpage. Il y a eu un impact très fort, de l'ordre de 20 à 30% sur les rendements de lait. De la même manière, dans les mines dont tu parlais, Benoît, le cuivre, le lithium, voilà, sont des matériaux qui sont soumis à la sécheresse. Notamment au Chili, il y a eu une mine qui a été interdite de pompage d'eau, alors que c'est absolument nécessaire à l'exploitation de la mine. Donc on voit bien comment l'écologie a un impact sur l'économie. Et cet accès à la ressource, ça pose vraiment des questions dont on va discuter avec Vicky. Je voulais absolument vous montrer ce tableau de Mendeleïev. Alors moi, j'avais un souvenir du tableau de Mendeleïev absolument gris, carré, et, voilà, dans mes cours de chimie. Celui-là, je le trouve assez intéressant. Il montre la présence des éléments sur Terre. Donc la taille de la case montre la présence de l'élément sur Terre. Et les différentes couleurs vous montrent la disponibilité. Donc le vert, la disponibilité est relativement abondante sur Terre. Vous avez le jaune où il y a une disponibilité limitée avec un futur risque d'approvisionnement. Le orange, une utilisation accrue met en menace, et le rouge, au contraire, là, ça commence à devenir très compliqué. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont en tension et qui le seront d'autant plus dans les années à venir du fait de la mobilité électrique et des énergies renouvelables dont a parlé Benoît. Par ailleurs, ces petits outils, voilà, sont pleins de, voilà, vous les voyez sur le tableau, donc ils sont voilà, réclame beaucoup d'éléments forts dans ce tableau de Mendeleïev. Le dernier point pour pimenter le tout, c'est que certaines localisations des éléments sont dans des zones à conflit, et donc les tensions géopolitiques ont également un impact sur l'acheminement de ces ressources. Ok, alors on fait quoi ? On a tout intérêt à économiser, à réutiliser pour éviter les surprises et les surcoûts. Jadis, bercée d'abondance, notre économie, on pouvait la résumer comme ça. On achète des matières premières, on transforme, on produit, on distribue et on utilise et on jette.
Mais désormais, on parle d'économie circulaire. Vicky va vous parler de ça. Merci Séverine. Donc oui, comme on peut le voir, actuellement, on est plutôt dans une économie linéaire où on exploite de nouvelles matières premières, de nouvelles ressources, puis on les utilise, on produit, on utilise, et finalement, c'est jeté. Donc on voit deux gros problèmes à ce système-là. C'est qu'on exploite sans cesse de nouvelles ressources qui, pour certaines, deviennent de plus en plus rares, qui peuvent potentiellement également devenir de plus en plus chères puisqu'on aura des difficultés d'approvisionnement. Et un deuxième gros problème qui est au niveau de la fin de la chaîne de valeur, donc les déchets. On produit énormément de déchets. Et donc, une des solutions à ce problème, c'est de changer notre modèle de production, notre modèle de consommation et de passer à une économie plus circulaire. Donc là, on peut voir le schéma. Enfin, un des schémas qui existe plutôt. Donc l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? Généralement, on pense souvent au recyclage. Donc, on recycle nos déchets pour pouvoir réutiliser ces matières dans des nouveaux produits. Donc, sauf que le recyclage est plutôt utilisé en dernier recours. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. Et ben déjà parce qu'on utilise des ressources, notamment de l'énergie, pour recycler, et également parce que on peut dégrader la matière et donc on ne peut pas recycler à l'infini. Et donc, il y a d'autres solutions qui peuvent être faites. Donc, agir sur l'offre des acteurs économiques, par exemple, donc passer par l'éco-conception pour réduire l'impact des matières, optimiser les quantités, permettre à ce que le produit soit démontable pour être réparable, etc. Ça peut également passer par des synergies entre entreprises d'une même zone industrielle, par exemple, pour optimiser les ressources. On peut également agir sur la fonction du produit, peut-être plutôt vendre l'usage que le produit en lui-même, par exemple. Et également un rôle au niveau des consommateurs, donc les acteurs économiques qui consomment et les consommateurs finaux également, sur sa façon de consommer. Donc, on peut voir sur le graphique, là, il y a différentes boucles, et plus la boucle est petite, mieux c'est. Donc, c'est mieux de réemployer, puis si on ne peut pas réemployer en état, eh bien, réparer, refaire le produit ou un nouveau produit, et donc, en dernier recours, recycler pour réduire la quantité de déchets et optimiser la valorisation finale du produit. Et donc, concrètement, là, on peut avoir un petit exemple sur une petite microbrasserie savoyarde que j'ai accompagnée il y a 2 ans. Donc, ça doit être une toute petite entreprise qui s'est créée il y a quelques années. Pour l'instant, ils sont que 3 associés. Et cette petite microbrasserie est acteur tout au long de la chaîne de valeur. Donc, ils produisent le houblon, ils produisent la bière et ils vendent également dans leur bar qui est à côté de leur usine. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme action pour l'économie circulaire ? Eh bien, c'est compliqué de réemployer la bière, donc ils ont agi plutôt sur ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour de la bière ? Eh bien, par exemple, la bouteille. Grâce au réseau Alpes Consigne, qui est un réseau local pour développer la consigne, ils vendent leur bière dans des bouteilles consignables, ce qui permet d'éviter soit de produire du nouveau verre, soit de devoir le recycler juste en le lavant. Ça permet de réduire énormément les impacts. Ils agissent également par rapport aux fûts, donc les fûts qui sont vendus dans les bars ou qui sont réutilisables pour éviter d'avoir à produire un nouveau fût. Ils agissent sur leurs déchets, entre guillemets, qui sont les drèches de production, les drèches donc des déchets de production de la bière. Au lieu de les jeter, ils les donnent pour une alimentation animale. Et ils recherchent également des acteurs pour pouvoir les intégrer dans une consommation humaine. On a par exemple un acteur local qui participe à ça, qui est Beersquit, donc qui fabrique des biscuits apéritifs à partir de drèches de bière. Un autre impact qu'il y a dans leur process de fabrication de la bière, c'est l'eau, notamment au niveau du refroidissement des bières. Et donc, ils sont en train d'améliorer ce système-là pour optimiser les quantités d'eau et passer plutôt en boucle fermée pour refroidir. Merci Vicky. Un autre exemple que vous connaissez sans doute tous, c'est Michelin, qui avait des difficultés à vendre ses pneus malgré les avantages concurrentiels, les avantages de gain d'énergie que ça pouvait représenter, environ 11%. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Alors du coup, ils sont passés au kilomètre. Et donc, ils ont vendu leurs pneus au kilomètre. Ce qui était très intéressant, du coup, c'est qu'ils ont complètement changé d'offre, comme le disait Vicky. Finalement, plutôt que de regarder que le pneu, mais ils ont regardé l'ensemble des choses qui affectaient la consommation. La conduite, le gonflage, le rechappage, ensuite le recyclage. Et donc, en reprenant la main sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en reprenant la main également sur du conseil et sur de la maintenance, finalement, ils ont diminué la quantité de pneus de plus de 3. Donc, en gros, il y a eu un impact très fort.
Et pour le coup, ça a complètement changé leur manière de faire. Par ailleurs, ils se sont également étendus sur la chaîne de valeur en amont pour justement sécuriser, on parlait de sécurité, de pérennité, c'est sécuriser leur approvisionnement en EVA et pour avoir une gestion durable des forêts, pour ne pas subir la déforestation comme il y en a beaucoup. Donc, comme quoi, cette approche-là permet à la fois de limiter les coûts, de limiter les risques et d'avoir une énorme opportunité business. Michelin a partagé globalement entre le consommateur final et lui-même les gains de l'approche. Donc vous l'avez compris, finalement, économie, écologie, en fait tout ça, c'est un immense travail autour de la stratégie et du modèle d'affaires. Aujourd'hui, on prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Je vous ai parlé de l'écosystème, je vous ai parlé des forêts. Donc, on ne parle pas seulement des fournisseurs de rang 1, des clients de rang 1, on parle de l'ensemble de la chaîne de valeur. On parle aussi beaucoup des collaborateurs. Les difficultés de recrutement dont on a parlé prennent leur source également ici. Des investisseurs qui facilitent et catalysent les projets du fait des financements. Des régulateurs qui contraignent et donnent la direction pour les années à venir, également pour la pérennité des entreprises. Et enfin, la nature qui offre un certain nombre de services écosystémiques de manière gratuite. So far. Aujourd'hui, la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est la nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité, intime les entreprises, d'abord de grande taille et de plus en plus petite taille, Lauriane va en parler, de faire une analyse de double matérialité pour cartographier l'ensemble des impacts, des risques et des opportunités auxquelles l'entreprise est soumise. Alors, double matérialité, ça donne, c'est assez simple, vous allez voir. L'entreprise a un impact sur son environnement, à la fois la société et l'environnement. Par exemple, j'emploie des personnes, donc je fournis un emploi à un certain nombre de personnes. En revanche, pour reprendre l'exemple de la bière, j'ai besoin d'eau, donc je pompe de l'eau dans l'écosystème. Mais l'environnement également a un impact, une matérialité financière sur l'entreprise, c'est-à-dire que le déficit en ressources peut avoir un impact très fort sur l'entreprise, bien évidemment. Le déficit en eau peut contraindre une entreprise à fermer. Ce ne sont que des exemples. Et vous terminez, une fois que vous avez fait cette analyse de matérialité, à ces matrices que vous voyez là, où vous voyez la matérialité financière en abscisse, la matérialité d'impact en ordonnée, qui vous permettent d'avoir une vue globale sur l'ensemble des risques, des impacts, des risques et des opportunités de votre business. Ce qui vous permet d'avoir une boussole par rapport à l'ensemble des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Mais Lauriane va nous parler un peu plus précisément de la CSRD. De la CSRD, c'est bon, le slide est passé. Et Merci, du calendrier. Donc en effet, la CSRD est entrée en vigueur en janvier cette année et c'est un gros sujet pour les entreprises puisque l'ambition de l'Union européenne derrière cette directive, c'est d'harmoniser en fait les pratiques durables des entreprises, donc sur l'environnement, la société et la gouvernance, pour ensuite pouvoir comparer et un petit peu pousser les entreprises à l'action pour s'investir dans un avenir plus durable. C'est un petit peu compliqué pour l'Union européenne de demander à toutes les entreprises des différents pays d'entamer cette démarche tout de suite. Donc, la CSRD va s'appliquer de façon progressive via le calendrier que vous voyez affiché à l'écran, en touchant d'abord les grandes entreprises, donc les entreprises qui ont les moyens et des entreprises qui étaient déjà soumises à d'autres rapports dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les rapports de déclaration des performances extra-financières, sur lesquels l'Union européenne s'est basée pour créer la CSRD. Donc, cette année, les grandes entreprises sont concernées. L'année prochaine, encore des entreprises un tout petit peu plus petites. Et dès 2026, les PME cotées, par exemple. Les critères d'obligation sont le chiffre d'affaires, le total net de bilan et le nombre de salariés. Et malgré le fait que toutes les entreprises du tissu économique ne seront pas concernées, les entreprises vont devoir créer un rapport sur toute leur chaîne de valeur. Donc ça va inclure tous leurs fournisseurs notamment, et il y a beaucoup de grandes entreprises qui travaillent avec des TPE, des PME. Et donc ces entreprises-là vont recevoir, si elles n'ont pas déjà reçu cette année, des demandes d'informations pour faire remonter en fait toutes ces données-là sur le volet social et environnemental ou même de gouvernance
auprès des grandes entreprises pour qu'elles puissent les inclure dans leur rapport de CSRD. Et donc, les PME, TPE peuvent être concernées dès cette année, peut-être que vous l'avez été, sur le reporting de ces données-là. Pour encadrer ces informations-là, l'Union européenne a mis en place des normes volontaires pour les PME. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La slide juste avant. Parfait, merci. Donc, les normes volontaires pour les PME, c'est une petite version du rapport de CSRD. C'est quelques exigences par-ci, par-là, choisies précisément, qui permettent en fait d'anticiper, de rédiger un premier rapport et de formaliser certaines informations pour les TPE, PME. Par exemple, si un jour vous êtes une PME et vous avez un de vos clients qui est une grande entreprise qui est concernée par la CSRD dès cette année. Cette grande entreprise vous envoie un mail vous demandant de lui donner des informations pour son rapport de CSRD. Plutôt que d'être pris de court par cette demande et devoir faire beaucoup de recherches et peut-être ne pas savoir quoi répondre, vous pouvez fournir des rapports rédigés selon les normes volontaires pour les PME que vous aurez anticipé, que vous aurez fait en amont, en disant voilà les informations qu'on peut vous fournir, ce qui vous permettra de ne pas passer trop de temps sur ces thématiques-là et de répondre à toutes les exigences et toutes les demandes que vous pourrez avoir de vos clients, par exemple. Les normes volontaires pour les PME s'adressent à plusieurs cibles, de la micro-entreprise à la PME non cotée qui ne sera pas concernée par le rapport principal, et se décline sous 3 modules. Donc le module basique, un module politique, action et cible, et un module partenaires commerciaux. C'est des modules en fait qui, si vous voulez, la seule différence, ça va être le nombre d'exigences et la précision des détails dans les exigences qui seront demandées, et les différents modules en fait s'adaptent aux besoins et aux objectifs des entreprises. Si l'ambition c'est simplement d'anticiper la future directive, alors vous pouvez compléter le module basique. Si par contre vous échangez quotidiennement ou avez beaucoup de relations avec des grandes entreprises et des investisseurs comme des banques par exemple, ça va être intéressant pour vous de faire le module partenaires commerciaux. Donc voilà, ensuite ça dépend de l'ambition de l'entreprise, en sachant que le module basique ne nécessite pas d'analyse de double matérialité. Donc ça peut vraiment être un premier pas, un premier départ, si vous souhaitez anticiper les directives sur la durabilité. Et voilà, je pense que c'est tout. Ça peut représenter un avantage concurrentiel certain. Merci Lauriane. Du coup, voilà, on vous a brossé l'ensemble des enjeux qui attendent les entreprises du territoire particulièrement. Vicky, est-ce que tu veux nous... Vous pouvez peut-être vous poser la question par où commencer, parce qu'on a vu quand même beaucoup de sujets différents, et on vous invite à pousser la porte de la CCI, puisqu'on a différents accompagnements pour vous accompagner sur tous les sujets qui sont notamment inscrits à l'écran, donc sur l'énergie, sur l'économie circulaire, le tourisme, les normes volontaires de la CSRD dont nous a parlé Lauriane, etc. Et pour un certain nombre de ces accompagnements, nous avons des partenaires financiers, donc notamment, on avait mis les logos en haut, donc l'ADEME, Alcotra et EEN, qui nous permet de réaliser ces accompagnements qui sont du coup 100% pris en charge par ces partenaires et donc d'accompagner les entreprises gratuitement. Pour vous donner quelques petites données chiffrées, dans le cadre de notre convention régionale avec l'ADEME, donc à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 1000 prestations qui ont été réalisées en 3 ans par les CCI. Donc voilà, un certain nombre d'entreprises qui ont déjà été touchées par ces accompagnements. Et donc, on vous invite à nous contacter. On a mis l'adresse mail en haut. Donc, il y a Lauriane et Patricia pour l'énergie qui est dans la salle. Merci. Très bien. Nous en avons terminé avec la présentation. Nous avons une petite minute pour quelques questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ça veut dire que nous avons été parfaitement clairs. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.